faites en sorte que je ferme jamais ma boîte parce que si je reviens sur le marché du travail, il faut pas me recruter. Je vais te retourner ta boîte, je vais être relou. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Écoute, enchanté. Enchanté aussi. Trop cool de te recevoir. Merci. Encore une personne que j'ai rencontrée sur LinkedIn. Putain, c'est que ça marche en fait ce réseau. Écoute, a priori, mais on va peut-être en parler. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer, comment t'en es arrivé à être aussi présent sur LinkedIn, Ok. et deux, qu'est-ce que tu fais? Parce que je crois que tu as plusieurs casquettes. Alors je fais un métier que j'aime bien déjà. Ça, c'est plutôt cool, tu vois. J'ai pas beaucoup de cordes à mon arc. Je gère les réseaux sociaux pour les entreprises. Okay. Chaque entreprise qui a un intérêt pour un réseau social, on propose deux solutions très simples. Soit le savoir, ils veulent le garder en intra et on les forme. Okay. Soit ils n'ont pas le temps, ni l'envie, ni la compétence. Et dans ce cas-là, c'est mon agence de community manager qui les reprend. Ça fait 2023, on est ? Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et je te dis, on a un métier simple parce que ce qu'on fait fonctionne, ce qu'on fait plaît, c'est simple d'utilisation. Et là où moi je m'éclate, c'est qu'on va à la rencontre de tout le monde. On en parlait tout à l'heure, toi et moi, quand on préparait l'émission. J'ai des gens qui sont dans l'automobile, dans le luxe, des apiculteurs. C'est formidable, c'est d'une richesse dingue. Donc tu mets des boîtes du CAC sur Instagram et tu mets des apiculteurs sur Twitter. Finalement, il n'y a aucun code et tu vas nous expliquer ça. Pourquoi chaque entreprise doit se mettre sur les réseaux et comment est-ce que tu les accompagnes à choisir? Alors, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais c'est quand même un vrai ressenti. C'est-à-dire que là, les réseaux, on est encore arrivé à un stade où c'est encore plutôt facile de compréhension. Tu vois, on parle de notre quotidien, on met des images, on met des vidéos. Il y a de la technique sur certains réseaux, mais aujourd'hui, tout le monde peut encore parler sur un réseau social de sa boîte. Ça fonctionne, c'est un levier de compréhension simple. S'ils ne le font pas maintenant, ça va être trop tard dans quelques temps. Moi, des fois, j'ai des conversations avec des TikTokers. On est à la limite. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des fois, ils ont un niveau de technicité où, toi et moi, on fait de la vidéo. Ce qu'ils font de notre média, je le comprends presque plus. Ils vont utiliser des techniques ou parce qu'ils ont compris que sur TikTok, les vidéos étaient en replay, en loot. Et du coup, ils vont cutter pour faire en sorte que la vidéo soit infinie. Tu vois, il y a plein de nouvelles techniques comme ça. Il y a des nouvelles transitions qui se font. Donc, je pense que les clients que j'accompagne, on les accompagne à parler de leur métier, de leur entreprise. On ne rentre pas trop dans la complexité. Par contre, ce qu'on veut, c'est les faire monter en compétences. Qu'ils travaillent avec nous pendant une année. S'ils sont satisfaits, rebelote, 2 ans. Et à un moment donné, on va leur proposer des nouvelles choses, des nouveaux challenges, des nouveaux formats. Moi, c'est ça que je trouve ça formidable. Il faut vraiment que les réseaux sociaux, ce soit un nouveau membre de l'entreprise. Il y a la vente, il y a le marketing. Et pour moi, le réseau social, c'est le pont entre les deux. Et ça, je suis certain que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est un post que je faisais hier que tu as sûrement vu passer. Ouais. Où finalement, effectivement, c'est un réseau social. Et réseau, c'est le réseau, c'est utile à tout le monde. C'est ça. Ça ne fonctionne pas tout seul. Et tu peux plus aussi fonctionner sans les réseaux. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil à mettre dans ta stratégie de contenu. Et pour comprendre ça et impliquer les entreprises, je crois que tu as plusieurs choses dont tu veux nous parler. Et notamment, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça implique pour une entreprise? Alors, ça va impliquer énormément d'engagement. Je ne vais pas parler argent ni temps tout de suite. C'est de l'engagement. C'est-à-dire que si tu reprends ce que propose le marketing, tiens, je vais prendre un exemple très bête. Tu prends un assureur. Voilà. Il a son service market qui lui pousse des visuels. S'il reprend le visuel bête tel qu'il est, il copie-colle le texte, il le met sur un réseau, il a l'impression que ça ne marche pas, il est dégoûté. C'est normal. Le média n'a pas été créé pour le réseau. Facebook ne parle pas comme LinkedIn, LinkedIn ne parle pas comme Insta, Twitter encore moins, et alors TikTok, c'est encore autre chose. Pour moi, il faut vraiment aujourd'hui se dire que pour que ça marche, il faut créer le média qui correspond à ton audience. En formation, il y a toujours une métaphore que j'aime beaucoup. Pour moi, un réseau social, c'est un immense salon professionnel. Okay. T'en as déjà fait des salons pro? Pas mal. Ok. T'as ton stand. Ouais. Si t'as un bon profil, t'as 12 mètres carrés, t'es presque dans l'allée centrale. Si t'as un petit profil, t'as les petits 4 mètres carrés avec les copains. Est-ce que t'as décidé d'avoir un beau stand? Est-ce que t'as ton kakémono? Est-ce que t'as des beaux flyers? Est-ce que, non, c'est un truc qui te branche pas, les salons. Donc en fait, t'y vas parce qu'il faut y aller, mais t'as une table, un manche debout tout crado, il faut pas t'étonner. Si par contre t'aimes ça, tu te mets en valeur. Après, communiquer sur un réseau social, faire des posts, interagir. Si je continue ma métaphore, quand t'es dans un salon pro, t'es derrière ton stand, t'attends que ça vienne ou tu vas dans l'allée, tu vas chercher les gens, tu discutes. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je le vois. Pareil, quand tu as sur un réseau social un post qui fonctionne, c'est comme un salon pro. T'as 2 mecs qui passent.
tu restes avec eux, tu discutes. Il y en a 2 qui arrivent, ça fait 4. Et d'un coup d'un seul, il y a 20 personnes à ton stand. Et là, même les gens qui n'y connaissent rien, qui sont dans l'allée centrale, ils vont vouloir s'arrêter. Exact. Donc pour moi, il faut vraiment se dire, vous aimez les salons professionnels, en tant qu'entrepreneur ou même grosse boîte, vous comprenez ce fonctionnement, vous comprenez l'investissement qu'il faut mettre dedans, mettez autant d'engagement sur les réseaux sociaux, ça marche de la même façon. Même fonctionnement. Et donc du coup, ça, une fois que tu l'as expliqué, qu'est-ce que tu mets en place? Comment ça fonctionne? Alors, après, il va falloir du coup, soit le savoir, tu le gardes en intra, soit tu vas passer par des sous-traitants. Il faut trouver le bon format pour parler à ta communauté. Il faut vraiment te dire que soit c'est du texte, soit c'est de l'écrit, soit ça va être du texte un peu plus long, donc on va passer sur du carousel. Soit le format vidéo te va ravir parce que t'aimes parler, soit tu as des équipes qui savent le faire, soit des très bons sous-traitants. Et pour toi, c'est un média de proximité. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut créer du contenu régulier, à forte valeur ajoutée, et comprendre qu'un réseau social, ça n'engage pas que ta page d'entreprise ou ton profil. Par exemple, nous, on adore déployer des témoignages clients. Ça, on ne l'utilise pas assez selon moi. Les gens connaissent les avis Google, mais par contre, faire venir tes clients, les interviewer, les prendre en vidéo, mettre ça sur les réseaux et que ce soit partagé continuellement, les gens, ils n'ont pas encore cette culture-là. Alors que c'est du gagnant-gagnant. Parce que le réseau, en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la prospection à ta place. Toi et moi, on parle de notre collaboration. Si on le fait sur LinkedIn, LinkedIn va proposer la notification à un panel aléatoire chez moi, qui va nous tenir au courant, et il va faire la même chose chez toi. Et ça fait des années qu'aux États-Unis ça fonctionne. Mais bien sûr. Le nombre de vidéos que tu vois, start-up ou grand groupe, où tu n'as plus un seul commercial ou PDG qui parle de la boîte, mais c'est que des clients qui présentent les offres, ça attire la rigo. Même à la télé, c'est un régal. Testimonial, t'en as partout. Quoi. T'as vu la dernière pub Nike, là où ils étaient carrément passés dans un délire digitalisé, où ils faisaient revenir les anciens Ronaldo, les nouveaux Ronaldinho, il y avait un ballon virtuel, etc. etc. Non, tu l'as pas vu? Non. Ok. En fait, si tu veux, c'est genre des... Ah si, avec le ballon qui explose, qui est en pixels. Exact, c'est ça, ouais. Et en fait, ils sont dans un laboratoire et ils sont en train d'essayer de tester la partie ultime. Et ce qui est génial chez Nike, c'est que très vite... tu vas tomber sur des gens lambda qui sont en train de jouer avec des stars. Parce que ce qu'ils veulent faire comprendre, c'est que, ok, il y a des stars, mais en fait, Nike, c'est tout le monde. Et moi, je pense que ça, c'est une com qui est hyper efficace. Tu vois, quand tu as Ronaldinho qui est en train de jouer avec ton tonton du dimanche qui te fait des blagues malaisantes, là, Nike, ils ont compris l'ADN du truc. Et pour moi, sur les réseaux, c'est ça l'opportunité qu'il y a. C'est que toi, tu es à fond dans la tête dans le guidon, dans ta boîte, dans ta routine, et tu veux communiquer qu'à tes cibles, le persona. Non. La petite ou le petit alternant qui a besoin d'un conseil, tu as bien 5 minutes de ton temps pour lui répondre sur LinkedIn. Par contre, est-ce que tu as 5 minutes de ton temps pour le caler un agenda dans ta journée, pour vraiment le caler entre 2 rendez-vous? C'est plus compliqué. Donc je pense aujourd'hui que être good vibe sur un réseau, c'est super bien. Aller démarcher, faire de la veille. Aujourd'hui, tous les canaux qu'on va utiliser, le réseau, s'il est bien fait, c'est à ton service. Ouais, et puis le nombre de fois où on voit que tu as rendu service à quelqu'un, tu as répondu à quelqu'un, et derrière, il te retag, ou il t'envoie un prospect, ou il te recommande auprès de quelqu'un, tu as vraiment cette sensation que les gens veulent faire partie d'une aventure. Et si ta boîte, c'est une belle aventure, même sans être dans tes équipes et ton staff, ils veulent juste à un moment donné s'accaparer un petit morceau du gâteau. Et si juste tu es là pour les accompagner, les aider et créer quelque chose de très bienveillant mais même sur LinkedIn, généralement, tu as des feedbacks qui sont assez incroyables. Si tu reprends les 3, 4, 5 plus belles relations professionnelles que tu as eues et que tu t'amuses à refaire le chemin inverse de comment tu as rencontré la personne, à quelle soirée, parce que tu avais été invité par une personne que tu as croisée, nanani, nanana, tu vas te rendre compte que très vite, le maillage, il est exceptionnel, mais il est naturel, donc il ne te choque pas. Sur un réseau social, ce maillage, il faut le provoquer. Il faut que tu likes un commentaire, il faut que tu ailles dans la barre de recherche, il faut que tu t'intéresses à ton fil d'actualité, il ne faut pas t'intéresser qu'à toi, un peu comme dans la vraie vie. Et moi, c'est ça que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, ça doit être un outil pour revenir à la vraie vie, c'est très important. Et le réseau social, il faut le voir avec un peu d'automatisation pour la rentabilité, c'est normal, mais il faut surtout le voir d'un point de vue très humain. Moi, sur un réseau social, quand mes clients me disent « Qu'est-ce qu'on poste aujourd'hui ?» Super, ça, voilà de quoi tu vas parler. Mais toi, qu'est-ce que tu vas commenter? Qu'est-ce que tu vas aller rechercher? Qu'est-ce que tu vas aller voir? Où est-ce que tu vas t'informer dans ta journée? Comme quand tu le fais dans ta boîte. Dans ta boîte, si tu restes dans ton studio, dans tes bureaux toute la journée. Par contre, si tu vas dehors, il peut se passer des rencontres et des trucs super sympas. J'ai changé sur un podcast qui va sortir bientôt. Mais en fait, complètement. En fait, dans la rédaction de ton post, et c'est vrai que c'est évident, très souvent, que ce soit en vidéo ou que ce soit des agences de community management ou des agences événementielles, on reçoit le brief de notre concurrent a ça, je veux faire la même chose. Et là, c'est une énorme connerie parce que si le concurrent là, si tu fais la même chose, ça fonctionnera jamais aussi bien.
L'idée, c'est vraiment, on comprend que tu veux avoir un support qui est similaire, mais quel est l'ADN de ta marque? Et ça fonctionne aussi sur la rédaction des posts. Et le tips qu'on a trouvé avec ce fameux invité X qui sera prochainement sur Réseau Pointé, c'est que tu compares la rédaction de ton post à un recrutement. Oui, tout à fait. Quelles sont les questions qui font que tu vas le prendre? Quel est l'ADN de ton entreprise qui fait que cette personne va être dedans? Quand tu vas publier ton post, il faut que tu te poses la même question. Claire. Qu'est-ce qui transpire mon entreprise? Et comment est-ce que dans les phrases que je vais choisir, mon champ lexical, est-ce que je mets des smileys? Les effets waouh, tout ça. Exactement. Et est-ce que ce post-là, il représente ma boîte? Si je retire le nom de ma boîte, est-ce qu'on a l'impression que c'est ma boîte qui l'a écrit? Et ça, je pense que c'est vraiment la première question à se poser. Parce que si tu fais quelque chose qui est aseptisé, qui ressemble à ton concurrent, on retire ton logo, ça pourrait être ton concurrent. Et là... Franchement, et je ne sais pas qui est la personne qui t'a donné ce tip. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que nous, on fait pareil, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand on fait une offre de poste, on se dit toujours comment on construit cette offre. Et on la construit toujours sur un modèle AIDA. Tu vois, c'est comme ça qu'on le fait. Un modèle AIDA, c'est un modèle... AIDA, c'est un acronyme. Okay. Le A, c'est pour attirer l'attention. Le I, c'est pour susciter l'intérêt. Le D, c'est générer du désir. Donc là, c'est là où tu lis vraiment l'annonce parce que tu as quand même déjà bien été accroché. Et le dernier A, c'est le call to action. Okay. Et nous, quand on construit une lettre, parce qu'on recrute notre nouveau monteur, notre community manager, on se dit toujours, le modèle, il doit être très marketing. Moi, j'aime pas lire avec vos missions, vos compétences, vos machins. Tu sens pas que tu as envie d'y aller. Tu vois, et c'est pour ça que c'est rigolo ton tips, parce que on fait la même chose, sauf qu'elle le fait pour générer du poste, et nous, quand on le fait, c'est pour générer du recrutement. On se dit, il faut que ce soit très market, tu vois, c'est obligé. Il faut que ça donne envie faut que tu aies envie d'aller dans la boîte, quoi. Et moi, j'ai beau être le patron de ma boîte, je me dis, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Si un jour je retourne salarié, putain, elle a intérêt de me vendre du rêve. Il faut que je rêve de cette boîte, il faut que j'y aille en me disant, je vais tout arracher. Clairement, je pense que aussi en tant qu'ancien entrepreneur, tu auras envie d'un peu d'entrepreneuriat et de challenge. Ça va être compliqué. Faites en sorte que je ferme jamais ma boîte, parce que si je reviens sur le marché du travail, il faut pas me recruter. Je vais te retourner ta boîte, je vais être relou. Non mais écoute, toi je te recrute pas. Non, c'est ça. En fait c'est moi qui te recrute. Il y a un petit dilemme dans cette histoire. J'aurais du mal à repasser un entretien d'embauche. Je serais vraiment en mode, vous m'avez vraiment posé cette question? Elle est nulle. Elle est nulle. Et tu sais, ou un truc genre, vos prétentions salariales? Mais le max, gars. Le max, pourquoi tu me poses la question? Le max. À nous, c'est entre 30 et 45K. Non, mais va sur 45, me parle pas de 30. Après, on rentre sur des. Mais je sais même pas si on serait bon. Non. Je pense qu'on se ferait. Non, c'est une réflexion que j'avais un peu. Ou alors, il faudrait qu'on soit sur un vieux patron à la retraite qui part, tu vois, et qui t'embauche pour passer la main, quoi. Ça passerait. Ou une vieille patronne, ça me dérange pas, c'est pas le débat. Mais en tout cas, non, vraiment salarié. Avec des réunions, avec un N+2, avec un process. Ça me dérange pas, je pense. Tu vois, on parlait avec un de mes potes qui est entrepreneur aussi, et on se disait plus, on est tellement habitué à être autonome et devoir trouver ce qu'on doit faire pour avancer, que je sais pas si on serait habitué à exécuter quelque chose qu'on nous donne quand on voit pas la strat qui est avec. C'est clair et net. Ou alors quand tu vois une incohérence. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, les incohérences clients, j'essaye de mettre un bémol pour être très pédagogue dans ce que je dis. Mais quand ça me pète à la tronche, je leur dis, mais non, votre stratégie réseau social, elle ne fonctionnera pas. C'est absolument incohérent. Une fois, on a rentré une nouvelle cliente qui avait un gros enjeu parce qu'elle voulait commencer sa campagne réseau social en même temps que son site internet. Déjà, pas du tout. Hein. C'est deux choses qui ont une temporalité complètement différente. Et en fait, si tu veux, elle était très marquée sur le fait que son poste, pour annoncer son site, devait fonctionner. Et je lui ai dit, d'accord, super, embauchez-nous 3 semaines à l'avance pour que les gens apprennent à vous connaître. Vous ne pouvez pas arriver, reprends mon exemple du salon, bonjour, on ne se connaît pas, voilà mon site internet. Il n'y aura aucune visibilité. Mais ça me fait rebondir sur ce que tu me disais tout à l'heure. Tu as parlé d'un calendrier, il y a deux calendriers, calendrier marketing, et calendrier des réseaux. Donc toi, tu indiques qu'il y a des temps forts sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs calendriers réseaux sociaux, et en plus, des fois, ça change. Un exemple, et tu vas voir, prenons LinkedIn et Instagram, tu verras, c'est vraiment deux trucs différents. Prenons les périodes de l'été. C'est devenu très good vibes depuis 2 ans de dire « Salut LinkedIn, je me déco ». Voilà, tu vois, c'est devenu le truc à la mode. Et tout le monde va jouer de sa petite punchline avec « Adieu LinkedIn, depuis 5 ans, tu m'as rendu service, mais bye bye ». Non, je déconne, je pars 2 mois, tu vois. Et après, les gens vont revenir en septembre en disant « Ah là là, je vais mieux, j'ai pas posté depuis 2 semaines ». C'est devenu très good vibes.
en sachant que pour de vrai, si tu renvoies des MP, il va y avoir des vues. C'est très clair et net. L'entreprise ne peut pas s'arrêter là. Donc ça, par exemple, sur ce réseau social-là, le calendrier te dit mois de mai, c'est mort. Juin, c'est pas folichon. Et par contre, l'été, c'est mort aussi. Par contre, janvier, que tu pourrais penser être un mois qui sort des fêtes et qui est quand même pas lié au business, si les business sur LinkedIn en janvier sont excellents. Tu peux vraiment remplir tout ton calendrier de rendez-vous pour février, etc. etc. Okay. Et à l'inverse, Insta, Insta en été, ça cartonne. C'est beau, c'est des bons visuels, les gens ils ont plus de temps pour faire de la création de contenu. Je pense à des grosses marques comme des petites boutiques. Il y a beaucoup de créateurs de mode, de bijoux, etc., qui profitent de l'été pour se dire ça y est, je suis posé, j'ai moins de clients, du coup je peux faire plus de créa. Et c'est ça les espèces de tendances de calendrier. Les entreprises, ils ont vraiment ce calendrier éditorial qui est très clair et net. Pour eux, à la rentrée des classes, on sort la com. À Noël, on sort la com. Aux anniversaires de la boîte, on sort la com. Aux 20 ans, on sort la com. Ils ont vraiment un truc qui est très figé. Par contre, comment fonctionne un réseau social? Est-ce que lui-même a son propre calendrier? Faut déjà être dedans depuis un certain temps pour le sentir. Après, nous, je sais que moi, j'adore les KPI. On a énormément de data là-dessus. Et en fait, on a des graphiques qui nous le montrent. Voilà. Quand on a des clients qui font « Putain, j'ai un gros enjeu au mois de mai. On va peut-être décaler. » Pourquoi? Sauf si vous voulez nous payer pour faire un flop, on va peut-être décaler. Et c'est là où ça devient intéressant en termes d'expertise. C'est que dans la vraie vie, ça ne viendrait jamais à l'idée de me dire, viens, on vend les cartables, je sais pas, moi, en juin. Quoique ça se fait de plus en plus dans certaines grandes distributions. L'OPM. J'ai dit une connerie. Non, mais au mois de décembre, du coup. C'est ça. Alors, je vais te faire un cadeau. Vas-y. Noël, ça va être un cartable. Alors, ça te plaît ou pas? Ça me plaît beaucoup. Je demandais que ça. Vraiment, je suis très content. Je voulais le nouveau Zelda. Et en fait, du coup, tu me remets le nez dans l'école. Merci. C'est sympa. Merci. Et donc, du coup, toutes ces méthodes, ouais. Je crois que tu as une petite astuce. Un petit tips. Ouais, j'ai un petit tips. Alors, franchement, tu sais quoi? Je te l'ai pas dit au téléphone, mais en 10 ans, je l'ai jamais donné ce truc-là. Là, tu vois, là. Roulement de tambour. Alors voilà, normalement dans normalement dans le podcast, il y a les gens qui comprennent le mot et ceux qui le connaissent pas. Ouais, moi j'ai cru que. C'est normal que tu le connaisses pas. Je le connaissais pas avant de l'apprendre non plus. Ouais, donc en fait, j'avais confondu avec un mec qui empaille les avec animaux. la taxidermie. Et non, pas du tout. En fait, moi, mon métier initial de base, c'est d'être formateur. Et du coup, j'ai fait le truc à la con, formateur, j'ai passé le diplôme, etc. etc. Je suis pas du tout autodidacte. Et en fait, quand on t'apprend comment apprendre aux gens, c'est con dit comme ça, mais on a tendance à essayer d'apprendre naturellement en disant tiens, je sais faire, du coup, je te montre. C'est pas du tout comme ça qu'on apprend. Pas du tout. C'est pas un système d'apprentissage qui est ancré de faire comme ça. Tu vois, de donner de la culture à quelque chose à quelqu'un pour qu'il adhère. On va bien retenir ça, donner de la culture à quelqu'un pour qu'il adhère. C'est pas du tout un truc de formateur inné, ça s'apprend. Et donc ça s'appelle une taxonomie. Taxonomie, c'est l'art de mettre de l'ordre, le bon ordre, de l'ordonnancement dans une méthode. Et donc des taxonomies, il y en a plein. Tu vas taper sur Internet, il y a celle de Bloom, celle de Peter, okay. Il y en a un paquet. Et il y en a une, quand j'ai fait mon diplôme de formateur, je me suis dit, putain, mais ça en marketing, ça va déglinguer. Et comme les formateurs sont de très mauvais marketeurs et encore moins de bons vendeurs, parce que quand tu as l'ADN pédagogique, t'aimes pas vendre, et bien en fait, il y a des super méthodes dans le monde de la formation dont personne ne se sert dans le monde du marketing. Et les marketeurs, à l'inverse, ils n'ont pas envie d'aller chercher dans d'autres univers pour choper de la méthode. Donc nous, en fait, toute notre stratégie clientèle, on l'a montée sur une taxonomie qui s'appelle la taxonomie de Bloom. Okay. BL2OM, si vous voulez aller chercher sur Internet. Il y a des rosaces qui sont très moches, donc je vous filerai des visuels beaucoup plus simples. Ouais, grave. Et du coup, cette taxonomie, elle est en 6 points. Alors, ce qui est intéressant avec cette taxonomie, c'est qu'elle est applicable à n'importe quel business. Tu pourrais on pourrait s'amuser à un jeu, tu pourrais me sentir des grosses boîtes, des grosses marques, des gros enjeux. La taxonomie pourra s'appliquer à chaque fois. Okay. À chaque fois, il y a des résultats. À chaque fois, il y a des variables. Et ce qui est super, c'est qu'en plus, elle peut, quand on est arrivé à la fin de la taxonomie, qu'on a terminé le mode d'emploi, tu peux recommencer un cycle. Parce que, je répète, c'est à la base une méthode de formation. Et normalement, on est toujours censé être en formation continue. Tu vois ? Ouais. Donc, la taxonomie de Bloom, elle est en 6 points. Le premier point, c'est valider la connaissance. Avant de commencer à apprendre quelque chose à quelqu'un pour le fédérer, il faut déjà valider que vous parliez le même langage et qu'il sait de quoi tu parles. Donc en fait, en marketing, c'est la même chose. Si tu ne valides pas la connaissance produit de tes clients ou de ton service, potentiellement, ils ne savent pas ce que tu vends. On a typiquement le cas en ce moment avec ChatGPT. La connaissance, elle n'est pas bonne. Les gens en ont peur, les gens adorent. Non, le mec qui a créé ça, il ne l'a pas créé pour faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est bien, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, la connaissance n'est pas bonne. Par contre, si je te parle de BMW,
Bah, est-ce que tu as de la connaissance, est-ce que tu n'en as pas? Si tu es client, c'est clair et net que tu as de la connaissance, parce qu'un commercial, un jour, tu as un peu balancé le truc. Par contre, si tu n'es pas client, comme moi, tu as très peu de connaissances. Pourquoi c'est si cher? Pourquoi c'est mieux? On ne sait pas, pour de vrai. Voilà. Donc c'est plein de trucs, tu vois, pareil pour les motos, etc. etc. Donc il faut d'abord valider la connaissance. Tu la valides de la façon que tu veux. Tu donnes de l'info, tu fais un sondage, tu fais de la vidéo, tu vas questionner des gens dans la rue, tu choisis le format qui te fait kiffer. Mais il faut valider la connaissance de tes clients. Donc là, tu utilises cette première étape pour Ouais. juger Exact. sur quel ton tu vas communiquer. Tu as tout compris. Ok. Si le niveau de connaissance est élevé, s'il est bas, ou s'il y a carrément un retravail. De temps en temps, nous, il y a des gens qui viennent, « Oh, je vends pas. » Ah, normal, on ne comprend pas ton produit. Ouais, et ça te permet de savoir aussi si le marché il est mûr ou pas mûr pour. Ok. Complètement. Deuxième étape, on va consolider ça. On va valider la compréhension. Mais attends, je reviens juste sur. Vas-y. Donc tu utilises les outils que tu as dit, Ouais. donc, les sondages, etc. Ouais. Tu les ordonnes comment et comment est-ce que tu juges le niveau de connaissance? Alors ça, en fait, à un moment donné, tu pars sur de la masse. Ok. Il n'y a pas à chercher. Si tu décides, tiens, on va se donner un exemple. Je sais pas, tiens, tu veux qu'on parle de quelle boîte pour un exemple à la con? Une société industrielle, des groupes industriels. Ok, super, d'accord, très bien. Un groupe industriel qui possède une techno. Voilà. Et cette techno, il veut parler de cette techno sur les réseaux sociaux. Bah déjà, on va déjà essayer, en fonction du média qu'il choisit, soit bah, c'est un texte, et là, il donne la connaissance. On fait 0 commentaire, hein. Bah non, c'était pas clair. Hein. On fait plein de commentaires avec des gens qui font « Ah, ok, je savais pas. Hein. » Là, c'est bon. Tu vois? Ensuite, s'il décide un autre format, je sais pas, il veut qu'on aille avec nos caméras dans la rue poser des questions à des gens ou à ses clients. Bah là, il faut au moins un panel quand même. 10 personnes, ça suffira pas pour valider la connaissance. On va en prendre un peu plus. Et après, si tu es sur un réseau social qui a la fonction sondage, bah là, tu te prends pas la tête. Hein. Si le mec, il a 3000 followers, tu balances le sondage sur sa page. Dès que tu as 200 réponses, tu dis, OK, c'est bon, on a un panel. Il y a de la connaissance ou il n'y en a pas. Ok. Et c'est pas la connaissance globale, hein. C'est bien la connaissance sur le réseau social. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est des niches. Hein. Il y a des cultures Instagram, il y a des cultures Facebook, qui sont d'ailleurs beaucoup plus populaires que les cultures LinkedIn. Il y a plein de choses comme ça. Donc ça, déjà, c'est valider la connaissance avec de la masse. Et donc, du coup, on va faire dans l'ordre autant de publications qu'il faut jusqu'à obtenir cette masse. En deçà d'une certaine masse, on n'a pas validé si la connaissance est bonne ou pas. Le point numéro 2, valider la compréhension. Ok. Rien à voir avec la connaissance. Pour valider la compréhension, il y a 3 façons de faire très simples. Tu peux extrapoler. Voilà. C'est-à-dire que si tu as compris ce que je t'explique, et bah, si j'extrapole et que je pars vraiment dans un délire monumental, bah, on va voir si tu me reprends ou si tu me reprends pas. Ok. Je sais pas, demain, d'un coup d'un seul, tu deviens un restaurant de pâtes à crêpes, tu as une super recette de pâtes à crêpes qui déglingue, etc., etc. On a validé la connaissance des gens, qui savent bien faire la différence entre la crêpe au sucre, celle au sarrasin, celle au blé complet, etc., etc. Et si à un moment donné, je te dis, ah, vous voulez un dessert, et je décide de la faire avec du blé complet, et je vais faire des crêpes aux noix, est-ce que c'est une bonne idée? Et ben voilà, là j'ai extrapolé, je suis parti dans un délire. Il y a les gens qui vont me dire bah pourquoi pas, c'est ta marque de fabrique, et les gens vont me dire certainement pas, faut pas le faire, c'est pas le bon mélange, t'as essayé de nous avoir un. Et bah tu vois, ça en extrapolant, on va pouvoir du coup comprendre et surtout voir si eux ont compris. Ça c'est important. Après, tu n'es pas obligé de mettre en place de la compréhension comme ça, tu peux aussi le faire avec de la transposition. C'est-à-dire que pour que tu comprennes mon métier, je vais faire une métaphore avec le tien de métier. Je vais me mettre au niveau de mes clients. Donc là, si on prend ton exemple du gros industriel, bah si le gros industriel, il vend à des, je sais pas moi, il vend à Vico, les chips, et ben il va reprendre les problématiques de chez Vico pour lui dire que bah en fait, leurs problématiques, c'est les mêmes que eux. Et que la solution qu'ils apportent, bah, si elle fonctionne chez eux, elle va fonctionner chez Vico. Okay. Tu vois, ça c'est vraiment c'est le principe de la métaphore. Et après, la dernière chose qu'on peut avoir, après la transposition, c'est la comparaison pure. C'est-à-dire que pour être sûr que tu as compris, tu vas reprendre un cas qui s'est déjà passé, que tout le monde a compris, et tu dis, bah voilà, ce qui se passait il y a 20 ans, il se passe toujours la même chose maintenant. Tu vois, là, si on parle à un moment donné du réchauffement climatique, les mecs qui nous expliquent le mieux comment ça se passe, c'est les mecs qui vont te dire, bah en fait, c'était comme ça avant, les icebergs, et maintenant ils sont comme ça. T'as compris? Bah voilà. Tu vois, c'est vraiment comme ça que ça se passe le mieux. Par contre, à l'inverse, si on dit bah, réchauffement climatique à cause de la pollution, etc., les gens ne comprennent pas, ça, c'est pas palpable. Et une augmentation de 0,3 de carbone. Oui, mais c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais c'est ça, c'est ça. Quand les gens font, bah voilà, faut faire du covoiturage, ou alors sinon, il faut tout dématérialiser. C'est mieux. Bah non, hein, parce que les data centers, ça chauffe. Hein. Donc tu vois, c'est plein de choses comme ça où valider la compréhension, moi, c'est en règle générale sur la strat ce qui met le plus petit temps,
Mais si on se rend compte qu'avec nos publications, nos messages de com sur les réseaux, les gens n'ont pas compris, on recommence la connaissance. Ok. Étape numéro 3. Numéro 3, l'application. Et alors c'est là où on va kiffer le réseau social. Tu as validé de la connaissance, tu as validé de la compréhension. Tu vas pousser ton audience à faire un truc avec toi. Donc là, attention, très clairement, en termes d'engagement, c'est un entonnoir monumental. Hein. Tu fais une publication, peu importe le réseau social, tu fais une story Insta et tu dis aux gens, voilà, on fait un challenge de 3 jours, comprenez notre produit, faites ça avec nous. Tu as un entonnoir qui se met tout de suite. Tu vas pas avoir des milliers de gens qui vont le faire avec toi. Sauf si tu t'appelles Respire et que tu viens de développer le meilleur déodorant de la Terre. Mais en règle générale, là, tu vas commencer du coup, si ta strat réseau social est là pour faire du marketing ou de la vente, là, tu vas commencer vraiment à avoir du persona très qualifié. Donc de toute façon, la partie numéro 3, ça doit être de l'application. Si je reprends l'exemple que je te faisais tout à l'heure sur la nana qui fait de la pâte à crêpes, bah, si je veux que tu comprennes comment faire des crêpes, à un moment donné, il va bien falloir que je te demande de les faire. Okay. Donc tu vas me faire ta pâte à crêpes. Voilà. Et après, on va pouvoir discuter de ça sur les autres points. Mais en tout cas, si à un moment donné, je te dis la pâte à crêpes, Vince, c'est comme ça, et que t'en fais pas, non, t'as pas compris. Et sur les réseaux sociaux, on va pousser l'action. On peut aller à l'encontre avec eux, hein, ça me dérange pas. Mais on va vraiment leur dire, faites un truc et faites-nous le retour. Je l'ai testé, ça y est encore pas longtemps, parce que je faisais une formation où on me disait que ma taxonomie, elle était peut-être un peu vieillissante. J'ai formé 8 personnes à communiquer sur LinkedIn. Et ben, je leur ai dit, vous savez quoi, on va mettre l'application en place. Vous allez, pendant 7 jours, faire des posts que sur votre quotidien. Voilà, pas de créa, pas de strat, rien. Vous écrivez ce que vous faites. Donc vous postez vers 17h quand la journée est sur la fin et vous écrivez ce que vous faites. Bah, tu sais quoi, j'en ai formé 8. Je crois que des gens qui ont joué le challenge, il y en a eu 28 ou 30. Parce qu'ils se sont relayés les uns les autres et que quand ils ont vu l'application, ils ont dit putain, je testerais bien. Et donc des gens que j'ai jamais croisés ont fait le challenge. Et après, j'ai été à un salon professionnel à Amiens. Il y a des inconnus qui sont venus voir en me disant oh, j'ai fait ton challenge, qu'est-ce que c'est bien, je savais pas de quoi parler. Bah là, j'ai fait 2000 vues sur ma publication où je leur ai dit que c'était compliqué avec mes prospects. Mais super, hein. L'application, c'est la base pour l'apprentissage. Et vraiment, si sur les réseaux sociaux, tu veux mettre une culture chez tes viewers pour que du coup, ils soient fédérés, faut les mettre en application. Tu vas dans un magasin, on te file le produit entre les mains, tu le testes. Hein. Voilà. Les échantillons. Exact, il n'y a que ça de vrai. Si le dernier iPhone, il a une super fonctionnalité, tiens, quand ils ont sorti tous leurs téléphones pliants, là, ouais. Ça ne serait jamais une idée d'en acheter un si tu n'avais pas pu le tripoter chez les boulangers avant. Hein. Bah ça, on valide que tu aies la connaissance. Ah, tadadan, est-ce que tu sais que le téléphone pliable, ça existe? On valide que tu aies bien compris. Donc il va y avoir des campagnes de sensibilisation sur non, l'écran ne va pas se fissurer. C'est un truc super OLED, machin bidule chouette. Ah ok, j'ai compris. Et après, l'application en magasin, tu vas pouvoir le tester. Sinon, tu n'achètes pas. Et du coup, 4. L'analyse. Tu regardes ce qu'a donné ton application. Est-ce que les gens ont appliqué? Est-ce qu'ils n'ont pas appliqué? S'ils n'ont pas appliqué, bah c'est que c'était peut-être trop compliqué. Peut-être qu'on a demandé un truc qui était trop difficile. S'ils n'ont pas appliqué, c'est peut-être qu'on n'a pas mis les bons outils en place. Je vais te donner un exemple très concret. Toute la strate que je te donne depuis tout à l'heure sur un réseau social, si tu ne fais que des formats texte et images, ça ne marchera pas. C'est pas le bon média, il faut varier de temps en temps. L'application, moi je pense qu'il faut que dans les commentaires, les gens puissent du coup mettre leur réalisation. Il faut qu'ils te les envoient en MP. Il faut que toi tu fasses un message en disant voilà super, j'ai lancé un challenge, vous avez été 50 à tester, merci, grâce à vous on s'enrichit, etc. etc. L'analyse, elle doit te permettre de dire est-ce que le début de la strat, les 3 premiers sont réussis ou est-ce qu'on est parti dans la mauvaise direction. Si on est parti dans la mauvaise direction, on recommence au début. Tu vois? Donc, quand tout va bien et que le diag a été bien fait, c'est une strat qui se défile en une fois. Si c'est pas bien fait, tu fais un point par poste, un point par semaine, tu fais comme tu le sens, et en un mois, tu as fait le tour des 6 points de la taxonomie de Bloom. Donc, si ça le fait, c'est cool, ça fait pas, tu recommences. L'analyse, c'est vraiment, on se pose 2 secondes. Moi, quand je fais des analyses de ça, je mets les chiffres. J'adore la transparence, c'est un truc que j'aime bien. En plus, sur les réseaux sociaux, on y va de plus en plus vers ça. T'as Germinal pendant un temps qui le faisait très bien, qui balançait tous les chiffres à blanc, et c'était cool, les réussites autant que les échecs. Et ben, je pense que la partie analyse, faut le faire. Voilà. On est en train de lancer un nouveau produit. Vous avez été 5 sur LinkedIn à bien vouloir communiquer, à être testeur. Sur Instagram, vous avez été 10, etc., etc. Voilà les résultats. Bam, 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 bam. Et tu vas voir que les gens, ils vont commenter, ils vont interagir. Il y en a qui vont être rassurés, il y en a qui vont être inquiets. En tout cas, ça te fera du tri. Point numéro 5. Non, c'est 10. 2 x 5. Bah ouais, 10. Elle va jusqu'à 6 points. Je suis perdu. Bravo, 5. La synthèse. Ok. Alors, la synthèse, c'est un truc qui est trop cool parce que les gens verront peut-être pas la différence entre l'analyse et la synthèse. L'analyse,
c'est l'analyse de l'application. C'est vraiment ça. C'est le point numéro 4, c'est l'analyse du point numéro 3. On analyse ce qu'ont fait les gens. Tu me fais une pâte à crêpes, bah il y a des grumeaux, il n'y a pas de grumeaux. J'analyse. C'est con, hein, mais ta pâte, elle est comment? Tu as mis du temps à la faire, voilà, j'analyse. Par contre, la synthèse, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout ça, la connaissance, la compréhension, l'application, mon analyse, il faut que j'arrive à la rendre très synthétique parce que déjà que la taxonomie, elle est longue, c'est à moi de faire ce travail de dévulgarisation. Je vais te donner un exemple de taxonomie qui est très connu dans le métier, qui marche très bien. C'est tout ce que fait Apple. Apple, quand ils ont sorti l'iPod, ils ont dû passer par toutes ces étapes-là, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et bien la meilleure phrase de synthèse qui existe à ce niveau-là, c'est Steve Jobs qui te dit « 1 milliard de musique dans ta poche ». Putain, tout est dit. Le mec, il a résumé toute la technicité du produit en une phrase. Elle est punchy. T'as pas besoin d'1 milliard de musique dans ta poche, mais t'as envie d'avoir 1 milliard de musique dans ta poche. Quand le mec te dit, vous pouvez écouter 8 heures de suite sans jamais retomber sur la même chanson, alors que toi et moi, on était au Walkman, au CD, tu dis, waouh, quel monde incroyable. Et bien là, c'est un exemple de taxonomie de Bloom qui est absolument parfait. Le mec est parti de zéro, il s'est dit, il faut qu'on communique marketing dans les journaux, dans les métros, à la télé, au cinéma, en conférence, un peu sur les réseaux sociaux, ça existait moins à l'époque, mais il fallait le faire un peu. Et il faut que les gens aient connaissance du produit. Est-ce qu'ils ont connaissance des Walkman, des baladeurs? Yes. Il va falloir qu'ils comprennent ce qu'on essaie de fabriquer. La musique dématérialisée. On est en train de déglinguer l'industrie du CD, etc., etc. Il faut les mettre en application. Tu as vu toutes les grandes stars avoir des iPod Nano avant tout le monde. Tu avais Jay-Z qui avait un truc comme ça et qui te faisait comprendre que le son était incroyable. Et toi, tu ne l'as pas encore, mais lui, il l'a testé. Et si lui, il l'a testé alors que c'est un professionnel de la musique et qui te dit c'est top, t'y vas. T'analyses, en même temps, tu peux faire les deux en même temps, tu peux faire l'application et l'analyse. Tu vois le mec en train de tester et en même temps, il te dit que ce qu'il teste, c'est incroyable. Synthèse, voilà, il faut que tu trouves une façon de résumer les 4 points de Bloom dans un truc très simple, très factuel. Et alors là, tu peux te faire kiffer sur Insta avec une citation. Un beau visuel, une citation. On a énormément de boîtes aujourd'hui qui vont du coup résumer leurs produits grâce à leurs clients. Tu prends n'importe quel, n'importe quel magasin de jouets, ils vont dire vos jouets ils sont trop bien, on s'amuse trop bien à la grande récré. Ah si c'est la petite Julie 7 ans qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Et ça, c'est une belle synthèse. Donc le point numéro 5, c'est peut-être le point le plus dur. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout ce que tu as fait avant et il faut que tu le synthétises au maximum. Nous, quand on a des clients chez nous, on est vraiment sur du sentiment, sur du factuel. Et des fois, on brainstorm beaucoup pour se dire, bon, maintenant, ça y est, on est arrivé à la fin de la taxo, on est presque à la fin du parcours. Il faut que tout le monde en une phrase ait compris ce qu'on a essayé de mettre en place chez vous. Il faut valider la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse en une seule phrase. Et ça, c'est pas facile. Mais quand tu arrives à le faire, tu te régales. Tu te régales. Il y a un gars sur Insta qui fait un truc très très bien. Il t'envoie des box de vin. Ouais. Tu l'as déjà vu? Il y en a plusieurs, mais celui avec les box en carton, là, ouais, on a 6. Oui. La synthèse de son produit est excellente. Les meilleurs vins du monde, partout, tout le temps, sur votre table. Tout est dit. Ça, c'est une synthèse exceptionnelle. Et pour arriver à cette synthèse, il a été obligé d'envoyer des produits en application à des gens, il a été obligé de valider la connaissance du vin, il a été obligé de valider la compréhension du vin, parce que si les mecs ne prennent pas le bon vin avec le bon repas, tout son produit, tout son process s'arrête. Et lui, quand il te fait une synthèse de ça en disant les meilleurs vins du monde tout le temps sur ta table, c'est pas chez vous, c'est tout le temps sur ta table. Putain, c'est exceptionnel. Ça, c'est une taxonomie d'apprentissage qui est très bonne. Excellent. Et 6. Et le numéro 6, c'est l'évaluation. Okay. Mais pas évaluer encore tout ça. Pas du tout. C'est l'évaluation d'un point de vue de la cohérence logique. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois trouver une façon de choper les gens qui parlent de ton produit, qui parlent de tes services. Ça fait 5 points qu'on bosse une strat. Normalement, sur le réseau social, on parle de toi. C'est une obligation. Qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres en contact avec eux, tu fais peut-être des screens, des captures d'écran des posts. En tout cas, tu dis, on parle de nous. Et c'est ça l'évaluation de la cohérence logique. C'est ce qu'a compris Amazon. Aujourd'hui, toi, tu veux acheter un produit, tu as 2 prix similaires, tu as un produit qui a 52 avis et tu as un produit qui a 2532 avis. Et tous positifs. Toi et moi, je pense que naturellement, à moins que ce soit un produit de niche, on va plutôt avoir confiance dans le truc qui a 2500 avis. Et c'est ça, c'est l'évaluation d'un point de vue de la cohérence logique. C'est-à-dire que complètement gratuitement, les gens te donnent leur avis sur un produit, et toi, ça te conforte dans ton circuit. Et du coup, et c'est là où j'adore cette taxonomie, on reprend, le premier point, c'est la connaissance, le dernier point, c'est l'évaluation d'un point de vue de la cohérence logique. Si tu as bien compris l'avis client, ça valide ta connaissance. Ah, il a compris comme moi.
Nickel, c'est bon. Par contre, si quand tu lis un avis client, tu te rends compte que tu n'as pas compris ce qu'il a dit, tu refais une boucle tout seul en disant « Ah, j'ai pas dû avoir la bonne connaissance ». Tu vois, quand tu montes un meuble Ikea, si les mecs en avis te disent « Putain, un meuble Ikea, super, monté trop facile en une demi-heure et toi, ça fait 2 heures que tu es dessus », qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas reprendre le mode d'emploi en disant « J'ai pas compris ». C'est obligatoire. Donc franchement, la taxonomie de Bloom, je suis navré, elle est un peu longue, mais en tout cas... Elle est complète. Elle est complète, elle marche tout le temps sur n'importe quel cycle. Tu peux remettre des médias à n'importe quel endroit. Nous, quand on s'en sert, on fait des gros mind maps, des gros mind mapping, on fait des grosses arborescences. Et du coup, c'est ce qui nous permet, nous en tout cas, de générer plus de 70 contenus pour nos clients par an. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite en tête, je vois une application qui est aussi pour le management et tes équipes. Ouais. Pour faire évoluer les soft skills de tes équipes, c'est incroyable. Ce serait formidable, mais ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est du savoir un peu chiant, je le sais, mais qui est surtout détenu par le monde des formateurs. Mais en fait, quand ils pensent la formation, le principe de l'apprentissage, mais c'est exactement ce qu'essaye de faire n'importe quelle entreprise. Quand tu as un commercial qui vient de parler de sa nouvelle solution, en 1 heure, il va te présenter la boîte, il va valider que tu as compris, il va essayer de te mettre en application en prenant des exemples concrets, en disant « Bah si, mon assurance, imaginez, chez vous, tout brûle, etc. etc. » Et en fait, il va essayer instinctivement de faire ce process, peut-être pas dans le bon ordre, mais il va essayer de le faire chez toi. Et n'importe quelle boîte, quand elle te fait de la pub, il faut que tu aies compris, que tu aies validé la connaissance du produit. Tiens, Burger King le fait très bien. Burger King, ils se tapent des barres avec ça parce qu'ils savent que tout le monde connaît leur produit. Est-ce qu'ils l'ont compris? C'est pas dit, mais tout le monde le connaît. J'en avais une en tête de Durex sur les préservatifs qui avaient été faits pour faire durer la relation. Ouais. Et marqué, c'était donc en clin d'œil à la médaille olympique de Usain Bolt. Tout le monde n'est pas censé être aussi rapide que Usain Bolt. Bien sûr. Ils savaient très bien que tout le monde avait connaissance du truc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça, c'est limite s'ils n'auraient pas pu faire un truc comme ça. C'est, tu surfes sur une connaissance commune, tu vois. Et quand tu as une connaissance commune, c'est encore mieux que tout. Et des taxonomies, tu peux en faire quand tu veux en 2 secondes. Tiens, regarde, là si tu veux, je t'en fais une rapidement. Tu connais le mot pédagogie? Le mot, oui. Ouais, et ben il n'est pas bien utilisé. On ne fait pas de pédagogie en fait. Péda en latin, c'est les enfants. Okay. Les adultes ont fait de l'andragogie. Sauf que ce mot-là, personne ne l'utilise. Parce qu'il n'est pas vulgarisé, parce qu'il n'est pas bien, et que Andra, ça fait penser à Andros pour les desserts, etc., etc. Donc dans la culture générale, c'est pas bon. Tout le monde dit « Ah, vous êtes très pédagogue, on fait de la pédagogie ». Moi, même sur mon site internet, il y a le mot pédagogie partout. Tu vois? Et bien pourtant, c'est pas le bon mot qui n'est pas utilisé au bon endroit. Et tu vois, la taxonomie de Bloom, tu la trouves pas en méthode pédagogique, tu la trouves dans la catégorie des méthodes andragogiques. Donc tu vois, en plus, un savoir, tu le rends très court. Ça, on s'en rend compte même dans le SEO. Oui. Si tu mets ton jargon technique de métier, bah, en fait, tu ne matches pas avec les recherches. C'est mort. J'ai accompagné une fois des agents immobiliers. Le diag, il a été hyper court. Hein. Ah, nos clients ne nous trouvent pas. Très bien, pas de souci. Expliquez-moi votre métier. Non mais voilà, qu'est-ce que vous faites? On fait des annonces, pourtant on valide bien le truc. Et donc moi j'étais là, est-ce qu'ils valident la connaissance? Est-ce qu'ils valident la compréhension? Est-ce qu'ils mettent en application? Ils faisaient tout comme il fallait, ils faisaient même des visites virtuelles, tu vois. Et à la fin j'arrive sur l'analyse, donc mon point numéro 4. Et là je vois qu'eux ils vendent des biens. Non, les gens n'achètent pas des biens, les gens achètent des maisons et des appartements. Donc en fait c'est quoi un moteur de recherche, hein? Tu dis que tu vends un bien, moi je cherche appartement, maison, bon, on va pas se trouver en fait. Hein. Et bien tu sais quoi, on a juste changé ces mots-clés-là sur 6 mois, fin du job, ils ont cartonné. Parce que tout était bon, c'est juste que c'était pas le bon mot. Exactement comme avec la pédagogie et l'andragogie, tu vois. Tu remarqueras que je viens de te faire une micro-taxonomie en 5 secondes. Je t'ai pris un exemple d'agent immobilier pour mettre en place l'analyse. Bah on sait où cliquer maintenant. Ouais. Et du coup là-dessus, tu as une analyse de cette méthode. Ouais. Parler d'analyse, mais qu'est-ce que tu entends par là? Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette méthode-là, nous, ça fait très longtemps qu'on la met en place et qu'on la met en place avec des variables. Et donc en fait, on se rend compte qu'il y a des schémas qui commencent à se dessiner. Par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, quand je te pris l'exemple du mot pédagogie, personne ne connaît ce mot-là. Et en fonction du client et de la niche, tu me parlais d'industriel tout à l'heure, on va se rendre compte en fait qu'il y a une méconnaissance générale de tout le monde sur certains savoirs. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand tu vas parler réseau social, les gens ont peur du bad buzz, etc., etc. Mais la plupart du temps, les bad buzz, c'est un problème de compréhension. C'est pas un problème d'avis. C'est simplement que si tu ne commences pas ta politique réseau social par déjà, on va reprendre les fondamentaux. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous avez une connaissance de ce qu'on fait? Ah, vous pensez avoir une connaissance parce que votre beau-frère, votre tonton vous en a parlé, mais non, c'est des exemples isolés.
Alors ok, il y en a peut-être 2 dans ta famille, mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et bah ça, c'est ça qui devient intéressant, c'est que dans ce métier-là, dans les réseaux sociaux, rien ne disparaît. Tu peux te faire tes fichiers Excel, tu peux aller sur des shield apps, plein de solutions comme ça qui existent pour avoir vraiment beaucoup de données. Et quand tu as plein de données qui s'enchaînent, tu te rends compte qu'effectivement, tu as des trucs qui se répercutent régulièrement. Et nous, l'analyse qu'on fait, en fait, c'est que cette taxonomie de Bloom, en plus de fonctionner d'un point de vue purement commerce et marketing, elle évolue dans le temps. La connaissance des gens évolue. Sur certains produits, il fallait au moins 5, 6, 7 publications pour valider la connaissance. Maintenant, c'est même corps de métier, parce que nous, à travers les médias, à travers l'information, notre niveau de connaissance a augmenté de temps en temps. Sur un seul poste, bim, ça va. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant en termes d'analyse, c'est que le truc, il bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, du coup, tu remets ton cycle constamment en évolution. Exact. Il y a des phases plus longues, des phases plus courtes. Et dans certains produits, on peut avoir des taxonomies qui rentrent en même pas une semaine. Tu fais un post par jour, tu es sur Insta, bim, 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 tu publies tous les jours. À la fin de ta semaine, tu as chopé tes datas. Et tu t'es dit, bah écoutez les gars, on a fait des publications, on a 80 personnes qui ont compris, qui sont chauds, qui ont fait le test et qui en plus sont prêts à parler du produit. Impeccable. Ouais, et puis rien t'empêche 6 mois après de le refaire pour voir l'évolution. Exactement. Tu as tout à fait compris. De toute façon, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on vend une seule méthode de travail, mais qui est tellement évolutive dans les formats. Tu t'es rendu compte qu'elle a marché il y a 6 mois. Mais tu avais tout fait en sondage ou tu avais tout fait en story, tu n'avais rien fait en carousel. Ah putain, super, en ce moment les carousels sur TikTok, ça déglingue. Viens, on teste. Et bam, ça cartonne encore. Et à un moment donné, moi, je ne suis pas pour viser la performance. Moi, je suis pour viser la compréhension générale. Je ne supporte pas vendre des produits que les gens ne comprennent pas. Moi, quand je fais le marketing de mes propres produits, je veux que ce soit simple. Tu vois, moi, quand je vais dans un resto et que je vois que la carte, il y en a partout, je dis pas que j'ai pas faim, mais pour de vrai, le mec, t'as perdu du temps. Hein. Je vais prendre le premier plat sur la carte où je connais le nom. Parce que du boulgour, bah non, pour de vrai, je sais pas vraiment ce que c'est. Non, mais c'est vrai. Je visualise, mais je sais même pas comment c'est planté, je sais même pas comment c'est travaillé, je sais même pas comment c'est fabriqué. Donc en fait, non, je vais peut-être avoir moins d'appétence à aller le manger, ton truc. Et en plus, il est en page 4. Donc c'est vers ça où on va essayer de viser vers la quintessence du truc. Et après, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est des cycles qui tournent tout le temps. Tu as des nouveaux clients. Ah, super, nouveaux clients. Est-ce qu'ils ont la connaissance? Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et du coup, le niveau 6, qui est l'évaluation, ils vont servir à donner la culture aux gens pour la connaissance. Et c'est une boucle. Et tous ces résultats que tu as obtenus, ouais. Tu as, je suppose, 2-3 case studies ou... Alors, moi, ce que j'adore... J'ai beaucoup aimé celui de l'apicultrice. Ah ok, alors vas-y, go, va pour l'apicultrice. L'apicultrice sur Twitter, hein? Ouais. Alors l'apicultrice sur Twitter, on a une cliente apicultrice, et ça c'est rigolo parce que elle, les réseaux sociaux, elle s'en fiche. Alors, on est d'accord que pour de vrai, son métier, sa passion, c'est pas ça. Elle est dans un endroit secret, parce que ça déjà, le monde de l'apiculture, ça coûte très très cher une ruche. Okay. Et malheureusement, ils sont très sujettis à du vol, etc. etc. Donc en plus, c'est des gens qui malheureusement sont de nature méfiante, parce que leur commerce, il est comme ça. Donc ça, c'est pas cool. Tu leur dis qu'on va communiquer sur ce qu'ils font. Ils aiment pas trop. Tu vas leur dire qu'on va essayer d'expliquer leurs petites astuces. Comme moi, je te donne ma taxo. Ils ont chacun leurs petites astuces. Pourquoi le miel, il est délicieux? Pourquoi est-ce que leur ruche, elle claque jamais? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé avec 2 ruches et que maintenant, ils en ont 17? C'est vraiment un truc, tu vois, c'est passionnant. Et par contre, à l'inverse, ce qui est certain, c'est que tout le monde pense avoir une culture du miel. Je suis certain que si je te demande à ton avis le miel, comment ça se fabrique, tu vas me sortir des termes. Tu vas me dire, bah, je crois que c'est comme ci, comme ça, machin. Tu vas peut-être sortir un bon mot. Mais en fait, pour de vrai, on n'a pas la connaissance ni la compréhension. Donc je lui ai tenu le même discours que je te tiens, cette apicultrice. Et elle nous dit, bon bah ok, on essaye. Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Go. Putain, Twitter, à un moment donné, on a dû arrêter. On a dû arrêter parce qu'elle est tellement technique dans ce qu'elle fait, qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et alors après, c'est des débats de hauts penseurs, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, personne n'a la réponse. C'est, ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin, avec les amusettes et tout et tout. Ah non, si c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais si tu fais comme ça, la reine, elle va mourir. Ouais, mais si la reine, elle meurt, non, faut pas faire mourir la reine. Si, c'est très bon pour la pollinisation. Il y a tout un débat comme ça. Les gens vont dire, mais les reines qui meurent, c'est naturel et tout. Ah ouais, mais machin, dans le bio. Bref, ils partent dans leur débat. Et nous, à un moment donné, on est arrivé avec full commentaire. Ouais, et puis comment tu modères ça? Parce que tu modères pas. T'as pas ah non, tu modères pas. À un moment donné, tu peux modérer avec ton client que tu connais, que tu commences à comprendre en termes de jargon. En plus, tu essaies quand même de mettre une personne qui a une sensibilité à ça. Tu mets Joe le plombier qui s'en fout des abeilles. Non, lui, ça l'intéresse pas. Donc, tu essayes de mettre la bonne personne en face. Mais à un moment donné, il y a trop de masse. Alors, moi, je suis pour les débats. Je trouve que c'est intéressant. Je reviens encore sur ma taxonomie. Dans ma partie synthèse, s'il y a un débat, bah c'est super, c'est que ça fédère. Les débats, c'est bon, tu vois. De la concurrence naît le commerce.
Il y a que la Poste qui a le monopole en France et que du coup, personne n'est content, mais on est obligé d'acheter. Tu vois. Ça, un case study très simple, c'est les Japonais. Tu prends il y a 10 ans, il n'y avait pas de Japonais à Paris. Maintenant, blindé. tu fais un Japonais tout le temps. Grave. Et tu vois, et pour terminer cette anecdote, à un moment donné, on s'est dit, bon, super, il y a un bad buzz ou un bon buzz, peu importe, je m'en fiche, mais quand on avait dépassé les 200 coms, on s'est dit, on en fait quoi ? Et elle, comme c'était trop éloigné de ses valeurs, elle a dit, on arrête tout. Alors que moi, en tant que marketeur, tu vois, vraiment sur cette partie-là, j'aurais exploité ça. J'aurais dit, mais super, ça fait débat, ça intéresse. On n'arrivera jamais à fédérer tout le monde, et tant mieux. Et on parlait d'Apple. T'as les pros Apple et ceux qui diront Apple, c'est de la merde. T'as déjà testé ? Non, mais c'est de la merde. Ou alors si, mon oncle a eu un iPhone une fois, c'est de la merde. On peut rien envoyer sur son PC. C'est normal, t'as tout dit en fait. C'est pas des systèmes d'exploitation comparables. Et là, dans le monde des abeilles, c'est pareil. Ils ont leur Apple, leur Microsoft, leur Google, ils ont leur truc à eux. Bon, là, pour le coup, on a arrêté sur Twitter parce que c'était ingérable. C'est pas faisable. Mais c'était passionnant. À lire, c'était cool. C'était vraiment cool. Ouais, mais ça veut dire que tu as atteint un niveau où tu rentres dans les experts. Parce que pour que des experts débattent, c'est que tu es sur un sujet où ils sentent qu'ils ont un mérite à aller dessus. Tu sais quoi, on en reparle quand tu mettras ce podcast et la vidéo en ligne. Normalement, le terme taxonomie de Bloom devrait faire réagir la communauté formateur. Il y a tout un tas de formateurs qui vont dire « Super, on n'y a jamais pensé. Pourquoi est-ce que j'utilise pas la méthode pour mon propre business ?» Ils vont kiffer. Et tu as tout un tas de puristes qui vont dire « Mais c'est un sacrilège. Le monde de la formation est un savoir mis d'année en année. Il faut pas toucher. Laisser le marketing au marketing. Garder nos méthodes. » Chacun son avis, j'ai pas de souci là-dessus, je dis simplement que la méthode fonctionne. Tu es en train de me dire que je vais me faire éclater. Non, tu vas pas te faire éclater. Parce que, à l'inverse, le formateur, il est pas trop agressif, tu vois ce que je veux dire, il est dans la bienveillance, normalement ça devrait bien se passer. Moi, je sais pas, moi, les profs, généralement, je les mettais un peu à bout quand même. Mais... En tout cas, tiens, regarde, je t'en parlais tout à l'heure quand on préparait le truc. Pareil pour parler des gens qui réagissent. Quand tu tapes sur des fondamentaux, moi ça fait plusieurs années que je tente des posts en disant PowerPoint est mort. Arrêtez avec PowerPoint. Tu vois, c'est Microsoft, ils ont mis en place dans les boîtes un produit, une seule solution qui évolue pas. Tout le monde s'en contente. On a même retiré le terme support d'animation. Les gens, tu me fais une presse, fais un PowerPoint. C'est les mecs qui réfléchissent en mode. Mais ouais, je te fais un PPT. Les mecs qui réfléchissent en mode comme ça. Et en fait, dès que tu essayes de taper un peu là-dessus en disant, il y a mieux, tu te fais déglinguer. Moi, à chaque fois, les meilleurs posts que je fais, si vraiment je veux attiser des trucs, je leur dis PowerPoint c'est de la merde, passez par autre chose. Les gens ils vont confondre le débat, ils vont dire mais c'est pas le support qui compte, c'est l'orateur. Ça tombe bien, j'ai pas dit le contraire. Et j'ai tout testé. Là, ma propre taxonomie de Bloom, je l'ai testé. J'ai essayé de faire des métaphores en leur disant mais en fait PowerPoint c'est. De toute façon, tu prends les plus grosses boîtes et les meilleurs speakers, ils sont quand même aux États-Unis, on va pas se mentir. Tu prends les press, les keynote, t'as 5 images, 6 images. C'est ça. Et surtout une grosse police. Avec le mot et le papillon et le truc qui va bien. Police 911. Ah ouais, c'est ça, ouais. Avec une grosse police en 430. Et t'as envie de leur dire, ok, c'est cool. Encore heureux que le speaker était bon, parce qu'en termes de visuel, j'ai eu aucune expérience. Alors que t'as plein de concurrents de la plateforme qui proposent des trucs super bien. Des trucs nouveaux. Alors après, les mecs, ils vont dire concurrent PowerPoint, Prezi, ça donne le mal de mer. Ouais, c'était il y a 10 ans, quoi, les gars, ça a changé. Et aujourd'hui, il y a Canva, il y a plein d'autres trucs. Encore Canva, c'est très bien, mais en termes de présentation pure, il propose rien d'excitant. Mais tu as plein d'autres supports. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette espèce de culture, c'est de se dire, en fait, faites le sondage. Demandez aux gens combien de temps ils mettent pour faire un PowerPoint en moyenne. Et proposez-leur une solution où ça ira 4 fois plus vite. Ouais. Ça changera peut-être. Ça me fait penser aux conférences. Il y a une méthode, c'est pas vraiment des conférences, mais c'est les keynotes, un peu les lancements. Oui. Tu as une méthode américaine qui est assez rigolote où tu prends une image qui n'a rien à voir avec le discours que tu apposes. Oui. Et en fait, tout le long, la personne, elle se dit mais putain, pourquoi il m'a mis une baleine alors qu'il est en train de parler de management. Et tu es là et tu cherches. Et en fait, généralement, à la fin du chapitre, ils te prennent une phrase qui est une métaphore avec une baleine. Et en fait, ça fait déjà 30 minutes que tu es en train d'écouter et de te poser la question pourquoi le management de la baleine, pourquoi le management de la baleine, pourquoi le management... Et il te sort la phrase qui est concrète. Si vous arrivez comme une baleine, vous ne ferez rien de bien. Et là, tu te dis ah putain. La boucle est bouclée. Est-ce que tu veux que je te dise comment s'appelle cette technique ? Vas-y. Du foreshadowing. Du foreshadowing, ouais, tout à fait. Okay. C'est-à-dire quand tu mets un élément, c'est une technique cinématographique. On t'a mis l'élément sous le nez depuis le début. Je voudrais pas spoiler beaucoup de monde, mais c'est comme Shutter Island, tu vois. Ou alors, peut-être qu'on peut spoiler avec Bruce Willis. Là, il était mort en fait dans le 6e sens. Et en fait, depuis le début, tu le savais. Il y avait plein d'éléments de langage. Et en fait, en conférence, ils utilisent la même méthode. Ils te mettent
le début de l'élément dès le début pour créer la rupture. Et tu as raison, ça marche du feu de Dieu. Parce que toi, tu vas bugger tout le temps en disant pourquoi la baleine, pourquoi la baleine. Et c'est à la fin que tu as la satisfaction. Le mec t'a frustré pendant une demi-heure. Et comme il a l'impression que tu es intelligent à la fin, tu te sens bien. Et c'est ça qui est cool. Tu te dis la boucle est bouclée. Ah putain, c'était sous nos yeux depuis le début. Et ça, tu l'as dans beaucoup de scénarios de séries américaines. Bien sûr. Films, où 5 minutes avant que tu découvres qui est le criminel, on te met un truc, mais en évidence, où toi, tu es dans la salle, tu fais ta pote, je suis sûr que c'est lui qui l'a buté. Tu te sens malin, et en fait, non, dans la réalité, le policier, bien sûr qu'il aurait deviné. Bien sûr. Mais c'est pour te donner la petite satisfaction que tu es plus intelligent que le Exactement ça, policier c'est pour impliquer les personnes. Et sur les réseaux, tu peux le faire aussi. Hein. Tu peux balancer plein de publications pour peu que tu aies des aficionados, publication 1, publication 2, publication 3. Et la 4e va donner la réponse à la première. Et là, les gens font ah, c'était super. Bon, par contre, ils se font spoiler s'ils tombent sur la 4e et pas sur celle d'avant. Loupé. Et là, c'est toi qui t'occupes de la strat, du coup. Exact. On fait en sorte qu'ils les voient pas, les autres. Trop cool. Et ce qui, du coup, me fait me penser à effectivement quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand tu fais interagir les personnes et que tu leur donnes satisfaction de ta marque et que tu leur donnes la sensation de participer à la marque et que c'est eux qui font partie d'une communauté, tu vas beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ça devient un peu tes ambassadeurs. Est-ce que vous avez des méthodos là-dessus pour pouvoir réussir à les cibler et les amener plus loin ? Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend compte que la bienveillance, et c'est pas gnien quand je dis ça, hein, elle existe de plus en plus. Vraiment. Les gens qui sont prêts à donner du gratuit, du temps, revenir à des valeurs moins monétaires, sur les réseaux, il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Il y a du business sur les réseaux, c'est sûr, mais ça se fait plutôt en MP, etc., etc. Sur le fil d'actualité, tout réseau social confondu, on est quand même en grande partie sur de la bienveillance. Et moi, ce que j'aime, c'est quand après, on fait l'inverse. Je m'explique. Quand on est sur une strat client, c'est nous, on fait ça dans l'entreprise, servez-vous-en pour en parler sur les réseaux. Tu vois ? Mais par contre, quand on fait l'inverse, putain, c'est absolument exceptionnel. Ta boîte ne propose pas ce truc-là. Par contre, sur les réseaux, ça crée tellement d'engagement. Tu sais quoi ? Vas-y, on fait en sorte que ta marque, elle puisse intéresser des ambassadeurs, qu'elle puisse fédérer, qu'à un moment donné, la marque ne t'appartienne presque plus. On a Adidas qui le fait très très bien ça. Adidas, ça fait très longtemps qu'ils organisent des énormes showcases où tu as tout le rap urbain qui y va. Tu as du Adidas partout, etc., etc. Ils avaient envie que la marque ne leur appartienne plus. Ils avaient envie de se dire, ok, Adidas, c'est plus que pour les athlètes, c'est pour tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on a une jolie boîte qu'on accompagne. Je te parlais tout à l'heure d'un mot pareil qui est compliqué, une minaudière. Des petits accessoires de luxe. Et bah, à la base, ils étaient en mode produit, vraiment sur tout ce qui était Louis Vuitton, Chanel, Hermès, ils étaient sur ce standing-là. Et à un moment donné, ça a eu tellement d'engouement, le produit, les gens se sont dit, moi, je me retrouve dans les valeurs. Ok, cool. Bah, vous savez quoi ? On va tout créer à l'envers. La créatrice, elle a une idée de malade. Elle s'est dit, bah, j'investis de mon temps, de mon image, de mon énergie. Venez, c'est gratuit, on fait des shootings photos professionnels. Vous êtes avec le produit, on met votre entreprise en avant parce qu'en fait, on ne vend pas les mêmes choses. Tu es dans l'assurance, tu es dans le coaching, tu es comédien, tu es ingénieur produit. Et par contre, dans tes valeurs à toi, il y a les mêmes valeurs que ma boîte. Et bah, tu sais quoi ? La communauté de ma boîte, elle va servir à parler de nos valeurs communes. Et du coup, cette boîte-là qu'on accompagne, aujourd'hui, elle a déjà sa 2e saison d'ambassadeur. Et c'est là où la puissance des réseaux sociaux, elle est dingue. Parce que les gens qui vont liker, commenter, partager ta publication, et bah, le réseau social, il va envoyer une notification aux 2 communautés. Toi et moi, on a un partenariat, tu as X abonnés, j'ai X abonnés, et bah, au lieu que ce soit unilatéral, et bah, du coup, nos 2 communautés vont être au courant de ce partenariat. Parce que je t'aurais mentionné, mis des hashtags, etc. Bon, voilà, les réflexes qu'on commence à avoir. Et c'est ça où je trouve super intéressant, c'est que s'ils étaient restés dans leur bureau, dans leur boîte, le principe ambassadeur, réseau social, bienveillance, avoir des niches qui se croisent, ils ne l'auraient jamais fait. T'imagines, tu arrives dans une boîte qui propose des produits de luxe, tu leur dis on a une super égérie. Ah, incroyable, elle est dans le monde du luxe. Pas du tout. Elle est dans les assurances. tu fais un flop. Hein. Tu fais un flop total. Il n'y a personne qui te dit, ils vont te dire Xav, t'es complètement barré. Attendez, j'en ai un autre aussi. Il est comédien en stand-up, impeccable. Sur l'égérie luxe, il va acheter le produit. Pas du tout. Tu fais des flops total. Mais par contre, s'ils sont sur les mêmes valeurs, ça match. Ouais, ça cartonne. Mais bien sûr, comme pour le sport. Moi, quand on parle des gens qui cherchent du boulot sur les CV, je leur dis putain, vos loisirs, mettez pas sport, mettez le loisir. T'imagines, je sais pas, t'es 2e dan de karaté, putain, le hasard fait que le recruteur en face, il est aussi karatéka. Me dis pas qu'à un moment donné, l'entretien, il va pas parler de karaté. C'est logique. Quand tu as des valeurs communes comme ça, tu fonces. Et bah, sur les réseaux, c'est pareil. Allez chercher votre communauté.
C'est l'émission sur M6, là, Qui veut devenir ton associé. Ouais. Celle-là, tu la regardes? Parce qu'il y a des émissions. Ouais, tu m'as dit qu'M6, déjà Charlie Lulu, tu regardais pas. Le mec vend de la pub pour la télé. Alors, ce qu'il faut savoir. J'ai pas la télé. J'ai pas la télé chez moi. C'est ça. J'ai une télé dans mon bureau pour regarder les spots pub clients et que je laisse tourner. Voilà, c'est comme ça. Faites-lui confiance. En gros, ce qu'il faut te dire, c'est que le truc qui est canon avec ça, c'est vraiment le principe de. Aujourd'hui, ils intègrent les réseaux sociaux. Tu as prévu un produit, tu as réfléchi à un produit. Si tu es capable de dire on a déjà une communauté de X personnes, par contre, c'est vrai qu'il faut un peu de masse. Là, les gens, ils font ah ouais, donc en fait, ton produit va fonctionner. Voilà. Je sais pas, tu as un compte Instagram à 1 million. Ah là, tu es déjà crédible. Tiens, tu as des clients, 0. Par contre, j'ai une communauté. Moi, quand je fais un post et qu'on parle du futur produit, il y a 40 000 personnes qui le voient. Ah, sur 40 000, si tu n'arrives pas à en vendre une centaine, il y aura un problème. Et quand tu pars sur de la prévente, tu es au top. Non, les communautés, c'est vraiment ce qui marche. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Quand tu es sur du commerce qui n'a rien à voir avec des réseaux sociaux, du commerce pur et dur. Mais évidemment que les communautés, c'est ce qui fonctionne. Sinon, les magasins de musique, ça ferait très longtemps qu'ils auraient fermé. Les magasins de musique, ils vendent à qui? À leur communauté. Voilà, très clair et net. C'est d'une évidence même. T'es Zikos, bah, tu rentres dans un magasin de musique, t'es pas Zikos, t'y rentres pas. Et bah, sur les réseaux sociaux, le principe est exactement le même, sauf que tu touches beaucoup plus de personnes que ta simple zone de chalandise. Si pour peu que ton produit ou ton service puisse se vendre ou n'importe où, formidable. Ta commu, bah, t'as ta commune locale, et après t'as peut-être une commu qui est basée ailleurs que t'as jamais été voir. Et bah, ce sera l'occasion d'y aller. Nous, notre photographe, tu vois, bah, là aujourd'hui, il a un marché parisien, un marché Hauts-de-France, et maintenant il a même un marché à Québec. Bah ouais. Il y avait une communauté là-bas. Il y avait une communauté à Québec qui ont dit mais ce que vous faites c'est formidable, etc., etc. Alors évidemment qu'il fallait que la première commande soit suffisante pour pouvoir faire le démarchage, c'est logique. Si ça avait été du pro bono, je ne sais pas s'ils y seraient allés. Mais en tout cas, la première commande a permis de le faire. Et ben voilà, ils ont été à Québec pour de vrai, parce que les réseaux sociaux, je le rappelle, ça sert à ça, à vraiment se déplacer et vraiment bouger. Ils ont kiffé. Et aujourd'hui, bah voilà, quand ils se présentent, les mecs, ils sont fous. Ils font OK, Paris, logique, t'es photographe. Hauts-de-France, OK, c'est local, c'est là où t'es natif. Québec. Pourquoi Québec? On a quand même déjà 14 clients là-bas. Ah oui, effectivement, ok, d'accord, il y a peut-être un truc. Tu vois? Et sans les réseaux, c'est les premiers à le dire, ils l'auraient pas fait. Canon. Taxonomie de Bloom. Taxonomie de Bloom, ouais, en 6 points à connaître par cœur, à tester, à kiffer et à te rendre compte à un moment donné qu'en fait, c'est juste logique. C'est la taxo, après, t'oublies le mot, t'oublies la méthode, tu pars simplement du principe que, tiens, vraiment, je reprends mon exemple de la pâte à crêpes, c'est con, hein. Moi, je sais faire des super crêpes, tu sais pas en faire, bah, c'est pas parce que je vais être à côté de toi avec un saladier à te montrer que tu vas comprendre. Non, je vais valider tes connaissances, déjà, je vais voir c'est quoi les ingrédients que tu mets. Ah, tu fais comme ça, toi, ok, je savais pas. Je vais valider que t'es compris, donc genre, je vais taper des barres, je vais dire, ok, bah du coup, est-ce qu'on peut faire une pâte à crêpes avec 24 œufs? Bah, si tu m'as suivi ou pas, tu vas me donner la bonne ou la mauvaise réponse. Et c'est après qu'on passe en application. Après, on se pose. T'en penses quoi de ta pâte? Ah, pour l'améliorer, j'aurais plus fait comme ça. Yes, ok. Et là, tu montes en expertise. Et à la fin, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tes crêpes que t'as fait, on les fait bouffer à tout le monde. Et c'est eux qui auront le meilleur avis. Tu vois? Et là, t'as ta taxo qu'elle est bonne. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire ah bah moi, la pâte à crêpes, je la fais plus comme ça. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Hop, connaissance. Et on recommence le cycle. Canon. Merci Xavier Petit-Pèze. Merci beaucoup, Vincent.